Bonjour à tous. La SWF réédite l'un des concerts mythiques de Furtwängler, l'un des plus fameux, celui donné à Wiesbaden, le 10 juin 1949, à la tête du Philharmonique de Berlin. Bien sûr, on connaît très bien l'extraordinaire 4e symphonie de Brahms, captée ce jour-là, qui a d'ailleurs été éditée précédemment par la Furtwängler dans un coffret regroupant l'intégralité des symphonies de Brahms, mais le reste du programme est tout aussi extraordinaire. D'une part, avec une fabuleuse 40e de Mozart, d'une force expressive et d'une intensité phénoménale, et surtout, ces 3 préludes de Palestrina de Fissner, une œuvre singulière, et c'est le seul enregistrement qui nous soit parvenu, dirigé par Furtwängler. Je suis donc aujourd'hui avec Raphaël Fournier. Bonjour Raphaël. Bonjour Guilhem. Alors tu as réalisé le livret de cette nouvelle édition qui a été spécialement restaurée pour l'occasion. Alors peut-être pourrions-nous revenir, dans un premier temps, sur cette tournée de 1949. Qu'est-ce que tu aurais à nous en dire ? Alors c'est une tournée ouest-allemande évidemment, qui concerne la plupart des villes de la Saxe et de la Rhénanie. Et par chance, lors de cette tournée, les micros de la radio essoise, qu'on appelle aussi les radios de Francfort, étaient présents à Wiesbaden pour capter le concert. Alors il a donné plusieurs concerts à Wiesbaden parce qu'en fait l'orchestre de Berlin partait avec la 5e, la 6e de Beethoven, Coriolan de mémoire, et aussi la 40e de Mozart, la 4e de Brahms et Till-Espiègle. Et c'est dès le début de la tournée qu'ont été ajoutés les 3 préludes de Palestrina, puisque Hans Pfitzner venait de s'éteindre à Salzbourg, où il passait les dernières années de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette tournée ? C'est une tournée berlinoise, donc c'est l'orchestre de Berlin, donc c'est son orchestre que Furtwängler emmène là, son épouse légitime et non sa maîtresse, pour reprendre l'image convenue. Et donc on va retrouver les caractéristiques berlinoises qui sont une sonorité plus dense, massive, des basses plus profondes, cette sonorité noire on pourra reparler, qui est si frappante dans la 40e de Mozart, qui la distingue bien des autres exécutions de la 40e de Mozart par Furtwängler, puisqu'elles sont viennoises. Mais j'en dis pas trop. Et bien maintenant, parlons du programme en lui-même. Et tout d'abord, parlons de Pfitzner. Compositeur singulier, il est une figure à part et même controversée dans l'histoire de la musique allemande du XXe siècle. Alors comment définir cette relation qu'a entretenue Furtwängler avec la musique de Pfitzner ? Alors d'abord, c'est des éléments quantitatifs, on va dire, les plus simples à relever. Parmi les compositeurs contemporains, ceux qui étaient contemporains de Furtwängler, si on met à part Richard Strauss, il n'y a pas d'autre compositeur contemporain qui l'a autant dirigé. C'est le compositeur contemporain qui l'a le plus dirigé, et on peut dire de manière parallèle que Pfitzner n'a été aussi bien servi par aucun autre grand chef de son vivant que par Furtwängler. Donc c'est une relation privilégiée. C'est une relation privilégiée qui se fonde, sur laquelle on reviendra dans un podcast spécifique et beaucoup plus ample, mais sur laquelle il faut dire au moins quelques mots d'emblée, parce que d'abord, il y a une bonne vingtaine d'années qui les séparent, une petite génération qui sépare Hans Pfitzner et Furtwängler. L'un est né dans les années 1860 et Furtwängler en 1886. Et quand Pfitzner était un compositeur qui dirigeait, Furtwängler un chef d'orchestre qui composait. Quand Pfitzner était directeur musical, General Music Director, ce qui signifie à la fois tout diriger, le conservatoire, la Musikhochschule, c'est-à-dire donc le conservatoire, l'orchestre symphonique et l'opéra à Strasbourg. Quand Strasbourg était une ville allemande, c'est avant la Première Guerre mondiale. Et bien à ce moment-là, en 1910-1911, pour un temps relativement bref mais décisif dans la carrière de Furtwängler a été 3e Kapellmeister de Pfitzner. Pfitzner a tout de suite vu les talents, il a vu aussi qu'il avait encore à apprendre, Furtwängler, mais il a vu le talent, le don de certains, et une relation à la fois difficile et en même temps d'amitié presque filiale.
s'est tissé à ce moment-là. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus à présent. Disons juste que Pfitzner était un caractère très difficile. On peut penser à lui, on peut penser au titre de la pièce d'Hofmannsthal pour lui, Der Schwierige, c'est-à-dire le délicat, le compliqué, le difficile. Il avait un don pour se brouiller avec même ses meilleurs amis. Et par exemple, en 31-32, quand il s'agira de créer l'opéra, le dernier opéra de Pfitzner, Das Herz, qui sera une très grande production, hein, il y aura deux créations simultanées, c'est rare, à la fois à Munich sous la direction de Knabberzusch et à Berlin sous la direction de Furtwängler. Donc Pfitzner se mêlera beaucoup. Il était un peu obsédé par l'interprétation de sa musique et par une forme d'exactitude. Donc il était un peu la figure du compositeur pénible qui va honter les répétitions de ses propres œuvres pour donner son avis en permanence, etc. Bon. Et il a rendu les choses un peu compliquées, on va dire. On va se contenter de dire cela. Bon, il s'est aussi lancé dans des polémiques qui lui tenaient à cœur et qui l'ont peu servi, en fait, Pfitzner, polémiques avec Busoni et d'autres, parce qu'en fait, ces polémiques ne sont pas forcément absolument intéressantes, et elles ont desservi la connaissance de sa musique, parce que si on connaît encore Pfitzner, c'est évidemment pas en raison de ses écrits polémiques, mais en raison de sa musique, de ses créations, dont lorsqu'on est dans les frontières, disons, du monde germanique, on convient qu'il était un des génies de la création musicale au XXe siècle. En dehors des frontières du monde germanophone, le message n'est pas encore tout à fait passé, hein, même si la dernière reprise à Vienne de son opéra phare, Palestrina, a connu un grand écho et une assez large diffusion, y compris en France. Voilà, donc une relation vraiment privilégiée, et c'était, voilà, après Strauss, le compositeur vivant, compositeur contemporain qui dirigeait le plus. Très très loin devant tous les autres. Il avait une immense admiration pour Debussy, on le sait, mais il dirigeait pas beaucoup de Debussy. À l'époque où il pouvait le diriger en Allemagne, il dirigeait un petit peu Mahler, mais il l'a dirigé globalement moins que Pfitzner. Voilà, bon, donc c'est une relation importante. Et puis, ces trois préludes de Palestrina, c'est en quelque sorte une œuvre phare de la création de Pfitzner. Et puis, extrêmement commode, parce qu'autant l'opéra lui-même est difficile à monter, parce qu'il y a une foultitude de rôles masculins, c'est pire que les maîtres chanteurs. Avec les pauses, ça dure près de 4 heures, donc c'est quand même un gros morceau à monter. Grosse production à chaque fois. Une production était prévue à Salzbourg en 1955 pour Furtwängler d'ailleurs. Furtwängler est mort avant. Voilà. Et donc c'est Kempe qui l'a dirigé finalement. Mais bon, il n'était pas facile de monter Palestrina. Palestrina a été dirigé par Furtwängler lorsqu'il était directeur musical à Mannheim. Donc peu de temps après la création de Palestrina par Bruno Walter à Munich en 1916, de mémoire. Donc c'est pendant ces années de Mannheim qu'il monte le Palestrina, mais après, très très régulièrement, enfin, environ 32 fois, il va redonner ces 3 préludes lors de concerts, et c'est pratiquement la seule pièce de Pfitzner qu'il va emmener en tournée à l'étranger. Donc il va réserver Das Käthchen von Heilbronn, les ballades pour baryton et orchestre, les grandes cantates, ces choses-là, pour, disons, à usage pour la consommation domestique, si on peut dire. Et en revanche, il va estimer qu'il faut vraiment mouiller la chemise, faire connaître le Palestrina au monde entier. En tout cas, il a emmené beaucoup, par exemple, en tournée en Grande-Bretagne, dans ses tournées d'avant-guerre. Et cette fois-ci, parlant plus précisément de la création proprement musicale de Pfitzner, et donc de ces 3 préludes de Palestrina, quelles sont les propriétés particulières qui caractérisent selon toi l'approche de Furtwängler et cette interprétation du 10 juin 1949 en particulier? Alors, c'est la seule dont nous disposons. Et puis on ne dispose pas non plus de milliers d'interprétations des 3 préludes de Palestrina. Il y a une dizaine d'enregistrements complets de l'opéra, et à côté de cela, quelques enregistrements des 3 préludes à part, dont d'ailleurs enregistrement par Pfitzner lui-même. L'interprétation de Furtwängler est d'une singulière beauté. Pour
une raison essentielle, c'est qu'elle ne sacrifie, disons, à aucune inflexion, maniérisme qui tendrait à introduire quelque chose de banal ou de mélodramatique. Il y a une pureté qui est volontaire dans cette création archaïsante de Pfitzner dans son Palestrina, puisqu'il s'agit d'illustrer, c'est un Künstlerdrama, donc un drame musical qui prend comme pour trame la vie d'un artiste, et donc dont le drame est la création artistique. Le sujet, c'est la composition de la messe du pape Marcel et le sauvetage de la polyphonie, la musique polyphonique occidentale, dans le contexte du Concile de Trente. Donc voilà, pour poser un peu l'ampleur des enjeux. Et la musique que va composer Pfitzner, une musique à la fois complètement post-romantique et en même temps avec beaucoup d'éléments archaïsants, avec les modes religieux, avec ces intervalles tout à fait caractéristiques, ces processions ascendantes puis descendantes. Et bon, Furtwängler n'a vraiment pas son pareil pour leur conférer cette dimension à la fois extatique et en même temps d'une immense pureté. C'est simplement bouleversant. Ces trois préludes de Palestrina sont un extraordinaire testament musical et peut-être le plus bel hommage qu'il pouvait faire à son mentor de Strasbourg. Et maintenant, évoquons cette 40e de Mozart. D'emblée, elle nous semble extrêmement différente du fameux enregistrement de studio réalisé à Vienne, plus ou moins à la même période, parce que globalement plus rapide et surtout plus concentré sonorement, avec un son comme ramassé sur lui-même. L'énergie déployée par Furtwängler y est absolument phénoménale. Et surtout, ces sons philharmoniques de Berlin que Furtwängler dirige ici, dans une approche qui semble au fond sans doute plus tragique qu'à Vienne. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui fait la force expressive si impressionnante de cette interprétation-là de la 40e par Furtwängler ? Alors, ce qui est à noter, donc, c'est le son berlinois. Le son berlinois, la puissance phénoménale, dès le premier mouvement, avec
c'est Stéphane Topakian qui jouait un rôle très important dans la production de cet enregistrement, de cette réédition, qui nous fait remarquer qu'il y avait certainement les 60 cordes, puisque l'orchestre n'avait pas été dégraissé après la première pièce du concert, qui était donc les 3 préludes de Palestrina, donc une pièce post-romantique, donc il faut les 60 cordes. Avec un effectif énorme. Voilà. La 3e pièce qui n'a pas été enregistrée dans le concert, c'est Thiel, et là aussi, l'effectif énorme. Donc, on ne va pas demander au régisseur de tout changer. On laisse les 60 cordes, et puis on sait aussi que Mozart lui-même était très content. On le sait par sa correspondance, lorsque, une occurrence à Prague, il avait eu la chance d'avoir un peu plus de 40 cordes, même. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il disait ça sonne de manière magnifique. Et donc, c'est pas plus mal d'avoir ici 60 cordes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'usage qu'en fait Furtwängler et le mélange de la conjonction de ce son berlinois massif et de ce contrepoint fugué dans le premier mouvement produit un effet entêtant, fabuleux. Tous ceux qui aiment aussi la grande fugue par Furtwängler aimeront. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. On peut en dire aussi beaucoup d'autres choses. Dans le menuet, la petite harmonie de Berlin est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Elle rivalise, elle fait mieux que rivaliser à mon sens avec la petite harmonie viennoise de l'enregistrement de studio de 48. Pour ma part, j'ai un faible, dans le cas de l'Andante, pour l'enregistrement viennois de 44, qui maintient une plus grande ambiguïté de ton, une sorte d'humour noir. C'est viennois, donc c'est vénéneux, c'est plus ambigu. C'est la touche viennoise avec Furtwängler. J'aime beaucoup cet enregistrement aussi. Mais celui de Berlin est vraiment magnifique. Le final est aussi d'une énergie, vraiment définitive et finale. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de cohérence interne à ce programme donné, à savoir que cette vision de la 40e de Mozart entretiendrait certains liens quelque part avec Pfister,
Pourquoi? Parce que Pfister restait d'ailleurs un compositeur attaché à la ligne mélodique, à cette idée très post-romantique de l'orchestre considéré comme une seule et même entité malléable. Et donc, Furtwängler, il était ce chef qui incarnait résolument ce qu'on peut appeler la transition permanente, idée typiquement là encore post-romantique. Et donc, je me demandais comment cerner la logique interne de ce programme singulier, car il semble bien qu'il y en ait une. Oui, alors je n'invente rien, pour le coup c'est une recension d'époque que nous reproduisons dans le livret, qui est paru quelques jours plus tard donc dans le Heidelberger Tageblatt par le docteur Otto Riemer. Et donc le docteur Otto Riemer disait que il y avait vraiment, c'était un exemple, ce programme de concert, donc d'abord Prélude de Palestrina, 40e de Mozart, Till Espiègle, 4e de Brahms, c'était un exemple même de ce que Furtwängler avait déjà défendu des années auparavant dans la presse sur la construction des programmes, où il refusait l'idée du programme unitaire, une construction de programme de concert marquée par unité de genre, unité de compositeur, unité d'époque, unité de style. Il disait non, c'est pas ça qui permet de concevoir des bons programmes, en tout cas pas toujours, loin de là. C'est au contraire l'idée du contraste fructueux. C'est le principe du contraste qui accouche d'une unité supérieure. Et là, le docteur Otto Riemer, lui, en voyait un dans la présence de la 40e de Mozart avec on sait que c'est la symphonie tragique pour aller dans le cosmos de la création symphonique mozartienne. C'est la symphonie, oui, qui a la tonalité la plus tragique, où, je le cite, le créateur affronte des forces démoniaques. Et on peut les voir également à l'œuvre dans la 4e de Brahms. Et d'une certaine façon, dans le Palestrina de Pfister, le deuxième prélude, donc le deuxième de ces trois préludes qui constituent les trois préludes de Palestrina, est le prélude où la misère des événements temporels avec lesquels doit composer le compositeur, dont il doit à la fois tenir compte et s'extraire pour accoucher de sa composition, et aussi une lutte contre une autre forme de démon. Donc peut-être ici disons une unité thématique, si on veut, au-delà du contraste. Et puis, il est certain que le voisinage des œuvres les unes avec les autres influe dans l'interprétation. On ne pourra sans doute pas diriger de la même manière, je ne sais pas, une ballade de Schubert ou de Leveux transcrite pour orchestre juste après le Sacre du Printemps, ou alors juste après forcément, oui. un concerto brandebourgeois. Et donc, il est certain qu'on peut penser que la 40e de Mozart a bénéficié du voisinage de Palestrina dans la saisie de l'orchestre comme un seul instrument, comme un seul instrument sonore, voilà, une patte unique à faire gonfler, et ce dont on a peut-être une démonstration encore plus nette dans la 4e de Brahms d'ailleurs. Sachant que visiblement ce sont donc toutes des œuvres qui mettent en scène ce qu'on pourrait appeler le drame de la création. Oui. Donc ça renforce, on a donc quelque part une unité thématique, et puis on a ce qu'on pourrait appeler par ce contraste justement une unité perceptive qui se perçoit presque affectivement dans la perception des auditeurs. D'ailleurs, la 4e de Brahms, oui, qui a la particularité de c'est une symphonie aussi qui a commencé avant qu'on arrive. Et donc, le compositeur était peut-être déjà... ça nous donne l'image d'un compositeur qui se laisse déranger au milieu de sa création par l'auditoire. Et d'ailleurs, terminons avec Brahms. Avec cette 4e symphonie qui a souvent été érigée en référence, ça n'est sans doute pas pour rien non plus si la société l'avait choisie dans ce coffret qui regroupait une anthologie des symphonies de Brahms dirigées par Furtwängler. Et c'est sans doute aussi en raison de son remarquable équilibre.
Qu'est-ce qui, selon toi, fait la particularité de cette version-là, du 10 juin 49, et quelle place elle prend pour toi dans l'immense corpus brahmsien des enregistrements ou des concerts captés de Furtwängler? Alors, cette quatrième de Brahms, on connaît déjà 4 versions, enfin voilà, il y a 4 versions suffisamment, on va dire, connues de cette œuvre, interprétée par Furtwängler. Il y a la version de 43 qui est très connue et qui est absolument magnifique, bouleversante. La plus extrême aussi. Voilà, plus extrême aussi. La version de 48 qui a été enregistrée à Berlin, au Titania Palast, qui a été très bien rééditée par Audité, mais qui pâtit, à mon sens, de l'acoustique du Titania Palast. Un peu sèche. Qui est sèche et très... oui, elle présente des... Elle est presque anti-Furtwänglerienne, cette acoustique. Et par chance, Wiesbaden, au Hessisches Theater de Wiesbaden, où se trouvaient les micros, ce soir de juin 49, eh bien, nous avons une quatrième de Brahms dont l'acoustique est, à mon avis, la plus en accord avec la conception furtwänglerienne. Donc, ce qu'on doit remarquer, dès le premier mouvement, c'est que une caractéristique furtwänglerienne, c'est que aucun groupe thématique, aucune mélodie ne va sonner de manière banale, un peu rhétorique ou affligeante. Alors ça s'applique au fait d'éviter le sentimentalisme dans le premier groupe thématique et au fait d'éviter le côté scolaire ou rhétorique dans le deuxième. Ça, c'est déjà absolument remarquable. Je passe rapidement sur les deuxième et troisième mouvements pour aller directement à la Passacaille. Au final. Voilà. Où ce qui est remarquable, c'est que là, on a autant l'acoustique du Titania Palast donnait un côté péremptoire, sec, mais ne permettait pas de remarquablement entendre la continuité qui est si importante dans la Passacaille, ce côté horizontal de cette construction. Autant ici on l'entend, elle est expansive, elle est solennelle, bouleversante. Elle est vraiment une des plus belles Passacailles de certainement la discographie entière de la quatrième de Brahms. Ce que l'on peut aussi dire, c'est qu'il y a des moments admirables, et là pour le coup c'est pas seulement dans le premier ou dans le quatrième mouvement, dans toute la symphonie où Furtwängler se met en valeur ce qui chez d'autres ne sont que des transitions, des conduits, et là il y a des mondes qui surgissent de chemins qui me semblent mener nulle part, pour citer un philosophe contemporain de Furtwängler.
Merci beaucoup, Raphaël. C'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis également. Vous pouvez donc... Tu voulais ajouter Merci quelque chose Guilhem. Non, oui, juste une chose. La troisième, pardon, la quatrième de Brahms de 1943 a été aussi rééditée tout récemment Oui, oui, par sous la forme de société. téléchargement, donc en haute définition. En définition, Voilà. comme ce produit-là d'ailleurs. Exactement. Donc j'en avais d'ailleurs assuré le livret. Tout à fait. Merci. Et on avait fait une émission, on vous mettra le lien en description dans cette intro, dans cette conclusion quelque peu décousue. Ça arrive. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On vous remercie évidemment pour votre soutien. Vous êtes 400 sur cette chaîne YouTube. Et vos retours nous aident beaucoup à progresser et également nous donnent des idées. Le concert de Wiesbaden du 10 juin 49, Pfister, Mozart, Brahms, sera donc disponible pour les adhérents dans la boutique numérique de la société au tarif de 15 €. Merci une dernière fois et on vous dit à bientôt.